Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Cette semaine on a pas mal de grosses news à vous annoncer. D'abord on ira du côté des Alpes pour un exploit français en grande voie en Suisse. Ensuite on ira du côté des États-Unis avec l'ascension d'une certaine Brooke Raboutou, une ascension qui pourrait remettre en cause pas mal de choses. Et enfin on parlera de l'IFSC qui vient de sortir le planning du circuit des Coupes du Monde 2024, un planning qui pourrait venir chambouler pas mal de choses. Alors sur ce, on est parti. News numéro 1, vous connaissez sûrement les frères Ladevant. Tristan et Luna, de leur prénom, sont bien connus du paysage vertical français pour leurs multiples performances, d'abord en compétition d'escalade de glace où Luna notamment s'est illustrée en remportant le classement général à 2 reprises, plus un titre de champion du monde en 2022. Mais à côté de ça, ces experts glaciéristes n'en sont pas moins de très bons rochassiers, et c'est ce que vient de prouver une nouvelle fois Luna, le cadet des deux frères, 23 ans, en réalisant la répétition de Wogu, une grande voie suisse située dans le Ratikon de 9 longueurs côté 8C max, avec le 8C en tant que 3ème longueur, puis 3 8B, 8B+, d'affilée entre la 5ème et la 7ème longueur. Mais avant de parler de Luna, un petit historique de la voie s'impose. Nous sommes en 1997 lorsque Beat Kammerlander, un grimpeur autrichien légendaire des années 90, équipe la voie Wogu en hommage à Wolfgang Gülich de ses initiales. Sauf que celui-ci, visiblement peu enclin à passer s'acheter un perfo à Leroy Merlin, décide d'équiper sa voie au tampon noir, ce petit outil dont on a déjà parlé dans le Parlons Caillou sur l'histoire de l'escalade libre. Un genre de petit burin sur lequel on tapait avec un marteau, mais adapté pour faire des pas de vis dans la roche. Sauf que vous en doutez, avec cette méthode, ça prend extrêmement longtemps de mettre un point, et du coup, notre très cher Beat, il a pas été très généreux dans le domaine. La voie est donc réputée très engagée, avec des pas de bloc bien loin des derniers ancrages, et il faudra attendre 2008 pour que la voie soit finalement libérée par un certain Adam Ondra, véritable cheat code de l'escalade moderne. D'ailleurs, la voie restera encore longtemps sans répétition. La première viendra du grimpeur espagnol Edu Marin en 2016, soit 8 ans plus tard, suivie l'année suivante par celle de Roland Emmetsberger, un grimpeur bavarois, avant que Cédric Lachat, grimpeur suisse, ne vienne lui aussi apposer son saut sur la voie en 2021, une ascension racontée dans le film Wogu Behind the Wall. Un palmarès sacrément costaud auquel vient donc s'ajouter le nom de Luna Ladevant. Pourtant pour lui le voyage ne se sera pas déroulé tout à fait comme prévu. Après être venu repérer la voie à 2 reprises et en commençant à grimper en début d'après-midi, Luna savait que le créneau horaire ne lui laissait pas une grande marge de manœuvre. Dès la 3ème longueur clé en 8C, le français zippera de la main tout en haut des 40 mètres de la voie, s'obligeant déjà à la recommencer depuis le début. Il laissera alors encore quelques runs dans la 5ème longueur en 8B+, la plus dure pour lui, et le 8B suivant. Derrière, il ne restait qu'une longueur vraiment dure en 8B+, pour Luna, mais le temps passe et celui-ci bloque complètement sur le pas de bloc du départ, à tel point que la nuit tombe et le français sera obligé de terminer à la frontale. Finalement, après plus d'une dizaine d'essais, il parviendra à enchaîner la longueur, terminant son aventure épuisé tout au bout de la nuit, mais avec, on l'imagine, un grand sourire aux lèvres, alors encore bravo à lui. News numéro 2, il y a 1 mois et 1 semaine très exactement, je vous annonçais la première ascension féminine de Bug Therapy 8C+, par Cathy Lumb, devenant la première femme à ce niveau de cotation. Une information qui avait bien évidemment fait le tour du monde, propulsant Cathy en tête d'affiche du bloc mondial féminin, devant d'autres athlètes comme Ashima Shiraishi ou encore une certaine Brooke Raboutou, qui justement venait même la féliciter en commentaire de son post. Sauf qu'on le sait, les fautes de frappe sont ravageuses et il semblerait bien que le T9 de Brooke ait remplacé son All My Beer par un commentaire un peu plus classique, car oui, celle-ci dans l'ombre préparait déjà secrètement sa revanche après des premiers essais sur le bloc en septembre 2022 et après être passé très proche de son enchaînement selon les dires de son frère. Brooke est revenu cette semaine dans le Wild Basin avec toute sa petite famille d'extraterrestres pour enfin en venir à bout. Et là où mes promenades familiales se terminent au bout de 20 minutes par un point de côté du digestif de fin de repas, nous parlons ici de la famille Braboutou pour qui, je le rappelle, chaque Monopoly est une occasion potentielle de réécrire l'histoire. Car oui, en compagnie de leurs parents, pour organiser les crash pads, et Brooke et Sean se seront rétablis au-dessus du bloc. Alors bien sûr pour Sean la croix restait d'une importance relative, lui qui est un grand habitué de ce niveau, mais pour Brooke, vainqueur de sa première Coupe du Monde cette année, il s'agissait bien d'une autre étape importante et de son tout premier 8C+. Ou plutôt il aurait pu s'agir puisque l'américaine va créer la surprise en choisissant de le décoter au rang de 8C, ce qu'elle justifie dans son post Instagram par ces mots. En ce qui concerne la cotation, je sais que c'est très subjectif et que chacun peut
ressentir une difficulté différente. Après en avoir discuté avec mon frère et d'autres grimpeurs qui ont réussi ce bloc, je pense que 8C serait plus approprié comme cotation comparé aux autres 8C que j'ai déjà pu essayer. Alors cela veut-il dire que Katilem n'a pas réalisé la première ascension féminine d'un 8C plus bloc? Eh bien on ne saura sûrement jamais vraiment. Pour rappel, les cotations sont une estimation personnelle de chaque répétiteur, elle-même relative à un instant T et à ses capacités intrinsèques qui seront différentes pour chacun. En tout cas une chose est sûre, le bloc féminin ne peut que se réjouir de ce petit affrontement à distance. En attendant, pourquoi pas un duel des deux grimpeuses sur Burden of Dreams dans les 5 prochaines années, soyons fous. News numéro 3, et on va parler compétition maintenant puisque l'IFSC vient de dévoiler ce mardi le planning des Coupes du Monde du circuit 2024. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on sent clairement que les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont créé un véritable casse-tête pour les organisateurs et je ne suis pas sûr qu'ils plaisent à tous les athlètes qui vont devoir faire pas mal d'allers-retours entre les continents. D'ailleurs vous le verrez, autre point notable, là où d'habitude nous avons les épreuves de chaque discipline un peu regroupées dans le temps comme j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le circuit international, et bien cette fois-ci elles seront complètement éclatées. Ainsi le circuit débutera à Shanghai avec du bloc le week-end du 9 avril, alors que les saisons de difficulté et de vitesse démarreront 3 jours plus tard dès le 12 avril à Wujiang, mais en pleine semaine, chose assez étonnante. Juste derrière il y aura un rapide passage aux États-Unis pour la traditionnelle épreuve de Salt Lake, encore une fois bien seule sur le continent américain, mais qui sera tout de suite suivie par le lancement de la saison de paraclimbing au même endroit. Fin juin on reprendra alors à Innsbruck en Autriche avec du bloc, de la diff et la deuxième étape de paraclimbing. A noter d'ailleurs que la troisième qui devra se tenir en France n'a pas encore été planifiée. Puis viendront les deux épreuves françaises qui, comme en Chine, seront très resserrées avec Chamonix le week-end du 12 juillet et Briançon en pleine semaine suivante du mercredi au vendredi. Ensuite on laissera la place aux tant attendus Jeux Olympiques début août avant de reprendre la saison compétitive classique en septembre avec de la difficulté à Koper, du bloc à Prague et enfin une dernière étape à Séoul avec toutes les disciplines. Alors personnellement j'aime bien l'idée de faire une grosse fête avec les 3 disciplines réunies lors de la toute dernière étape de Coupe du Monde, mais dans la pratique j'ai un peu peur que ça fasse effet pétard mouillé. Je veux dire on sera à la fin d'une longue année, il y aura déjà eu les Jeux Olympiques qui seront passés par là, il faudra revenir en Asie pour cette seule étape et en plus au niveau prestige, on sait que les classements des Coupes du Monde sont déjà assez figés lors de l'avant-dernière étape, donc ça vaut pas vraiment le coup pour les athlètes. Et vous l'avez sûrement remarqué, outre les Jeux Olympiques en août, ce planning laisse un autre énorme vide sur les mois de mai-juin, et bien c'est parce qu'à ce moment se tiendront les Olympics Qualifiers, dernier moyen pour se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le comité olympique vient là aussi de révéler les dates et lieux de l'événement. Il y aura donc 2 séries de ces Olympics Qualifiers qui, on le rappelle, mixeront à la fois escalade, mais aussi BMX, breakdance ou encore skateboard. La première série se déroulera à Shanghai du 16 au 19 mai, ce qui me fait là aussi bien penser que l'étape de Coupe du Monde de Salt Lake City risque d'être assez délaissée par certains athlètes qui préféreront rester en Chine après les 2 premières Coupes du Monde de la saison. Enfin, la deuxième série se déroulera à Budapest du 20 au 23 juin pour s'octroyer les toutes dernières places sur les JO, seulement un mois avant le début des Jeux. Autant vous dire que les tournois de qualification olympique qui arrivent seront très déterminants dans la préparation des athlètes. News numéro 4, est-ce que vous connaissez Nick Eman? Non? Eh bien moi non plus pour tout vous dire, du moins jusqu'à cette semaine où Nick vient tout simplement de pulvériser le record de vitesse en solo de la mythique voie The Nose sur la falaise d'El Capitan. Le précédent record était détenu par Alex Honnold, la légende américaine du free solo, lui-même en 5h50. Mais alors, il l'a pulvérisé, mais pulvérisé comment, me direz-vous? Eh bien 4h39, soit 1h11 de moins qu'Alex Honnold, rien que ça. Alors concernant l'ascension, pour éviter les confusions, je précise qu'il s'agit bien de solo et non de free solo. Nick était donc encordé. Alors ça c'est dans la théorie, parce qu'en pratique, pour gagner du temps, il avait juste emmené une corde de 25 mètres et il s'assurait que pendant les passages de libre les plus difficiles, le reste il l'a fait en artif et en free solo, mais voilà, il pouvait s'attacher. Et le pire, c'est que Nick est réellement très peu connu. C'est à la base un secouriste du parc qui a commencé à faire parler de lui l'année dernière, en effectuant notamment la double couronne, puis la triple, des enchaînements à la journée de plusieurs voies du Yosemite, à savoir The Nose sur El Cap, couplé à la face nord-ouest du Half Dome pour la double couronne, à laquelle on ajoute la face sud du mont Watkins pour la triple, chaque voie demandant d'ailleurs entre 1 et 3 jours d'ascension pour le commun des mortels. Alors maintenant, moi je pense que pour bien lier sa passion avec sa profession, Nick devrait tenter le record de vitesse de la désescalade du Nose avec une personne sur le dos, puisque venir secourir une personne à main nue en pleine paroi et lui dire « Tiens, vas-y, monte sur mon dos, je t'emmène », ça serait quand même vraiment la classe.
Dans le reste des news, récemment on a beaucoup parlé de la société Core Climbing, bien connue pour être à l'origine de la conception de la réplique de Burden of Dreams. Mais connaissez-vous Mimic Halls? Cette société de fabrication de prises base tout son concept sur la réalisation de prises modélisées en 3D à partir de réels bouts de rocher. Leur boutique propose d'ailleurs un grand choix de prises provenant de sites mythiques américains comme le Yosemite, Bishop ou encore Red River Gorge, et en découvrant ça la semaine dernière, je me suis demandé comment ils n'avaient pas encore eu l'idée de faire justement des répliques de blocs connus. Eh bien il semblerait que cela arrive, puisque si l'on peut déjà trouver sur leur boutique les prises et le plan Devolution, un 8A bloc situé sur le site de Bishop, ils ont surtout partagé ce post cette semaine, montrant un scan en 3D du bloc Sleepwalker 8C+, lui-même parti du bloc Return of the Sleepwalker, deuxième 9A au monde. Alors une semaine après le lancement de la commercialisation des répliques Burden of Dreams, il semblerait bien que le phénomène des répliques ne fait que commencer. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence la semaine au Japon sur le site du mont Kazagi avec Daiko Yamada qui libère Okuro proposé 8C blocs. Après avoir préparé le bloc et surtout la zone de chute, il aura fallu 2 années, le bloc n'étant accessible que l'été, aux grimpeurs pour conclure son ascension. Le bloc commençant dans un toit et dont le crux se tient dans le Reta à la sortie de celui-ci aura donné du fil à retordre aux vétérans mais non moins légendaires bloqueurs. Une performance exceptionnelle qui vient démontrer que Daiko Yamada n'en a pas fini avec le haut niveau et nous avons évidemment hâte de vous en reparler. Retour sur le site du port de Solaire à Majorque où Matty Hong répète Big Fish 8C+/9A en Deepwater solo. Il s'agit là de la première répétition de la voix depuis sa libération en 2017 par le légendaire Chris Sharma. Celle-ci est d'ailleurs située juste à côté d'Alasha dont nous vous parlions il y a peu avec sa répétition par Jacob Schubert et par Michael Picolroise. Une voix à sensation donc qui aura éjecté l'américain lors de sa tentative précédant l'enchaînement avec une belle chute dans l'eau fraîche mais qui n'aura pas refroidi sa motivation. Cap sur la Suisse et l'immanquable site de Magic Wood pour l'enchaînement de New Baseline 8B+ par Jan Jaganbrett. Alors bien qu'on ait l'habitude de parler de ses exploits sur la résine, la Slovène s'exprime aussi sur le caillou quand son agenda le lui permet. Une première journée de travail et une seconde pour l'enchaînement, rien de plus pour la grimpeuse qui s'offre là une parenthèse entre 2 saisons compétitives avec, on le rappelle, déjà son ticket pour les JO en poche. Elle informe au passage avoir profité de ce trip pour cocher 9 autres blocs dans le 7C/8A et plus, rien de mieux pour se reposer et recharger les batteries. Et on reste en Espagne encore où un certain Alex Megos vient de poser ses valises de manière plutôt musclée en enchaînant coup sur coup 2 voix côté 9A. D'abord Alex aura répété Widowmaker lors de son premier jour qu'il qualifie de 9A très soft, puis dès le deuxième jour c'est avec la first ascent de The Maze que le grimpeur allemand continue sa razzia, un vieux projet de Chris Sharma situé sur un bloc dans la vallée avec un style anti-Margalef, sur réglette et moins déversant que le reste du site comme le décrit Alex, le rendant assez unique et très amusant à grimper. Bref, ce dernier enchaînement en date c'était hier donc la série est encore en cours et qui sait, on en reparlera peut-être dès la semaine prochaine. Enfin on se rend dans l'Utah aux États-Unis d'Amérique sur le site de Left Fork avec Zach Gaia qui enchaîne Sound of Violence 8C. Le grimpeur américain a décidé de s'offrir lui aussi une parenthèse sur le rocher avant les championnats panaméricains et enfin vaincre ce bloc qui lui résistait depuis 2 ans alors qu'il avait déjà le second Reta en poche partagé avec le bloc Pegasus 8C. Une jolie croix donc qui ne présage que du bon pour la suite de sa saison sur résine où il va lui aussi essayer d'aller chercher un ticket pour Paris. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, et comme d'habitude j'espère qu'il vous a plu, vous connaissez la rengaine, si c'est le cas n'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne, allez nous suivre sur Instagram, nous soutenir financièrement sur la page Tipeee, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, tchuss!